Il a été complété par des mesures qui en ont organisé l'application. Comprenez bien cela. Chaque année, la France doit déposer son projet de budget devant la Commission avant qu'il soit examiné par les députés. Et la Commission peut faire des observations et des réclamations contre ce budget et présenter des recommandations qui, en réalité, sont des ordres. Car si les ordres ne sont pas suivis, les agences de notation dont les pouvoirs ont été étendus en Europe par la même Commission et par le même Conseil de gouvernement frappent ensuite les pays. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Je l'ai résumé en peu de mots. Cette obligation peut déboucher sur des punitions pour chacun des États considérés. C'est-à-dire que s'ils ne suivent pas les recommandations de la Commission, le pays peut être mis à l'amende. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas risqués à cette opération. Mais vous seriez bien naïfs si vous croyiez qu'ils en sont empêchés par des scrupules. Ils en sont empêchés par une seule et unique chose, l'idée que vous pourriez résister dans tel ou tel pays à leurs décisions. C'est pourquoi, une fois de plus, la situation a été attrapée par un biais. Ce biais, vous l'avez tous eu sous les yeux. C'est lorsque les salopards qui constituent la commission des ministres des Finances ont décidé, je reprends salopard parce que c'était l'expression de mon camarade François Delapierre, qui est une expression que pour ma part je trouve un peu trop modérée, compte tenu de ce que j'ai entendu. Alors on trouvait autre chose. Martine Biard, elle m'a dit oh non, c'est pas assez, il faut dire crapule. Martine, enfin. Bon, on va en rester là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce jour-là, ils ont décidé de mettre à la taxe tous les Chypriotes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un coup d'État qui aboutit jusque dans la poche des gens. Tout le pays a été mis à la taxe pour rembourser la carence des banques. Et lorsque ce plan a été présenté au Parlement chypriote, lorsqu'on a demandé aux dirigeants élus par le peuple, qu'est-ce que vous pensez du plan? Il n'y a pas eu une seule voix pour voter le plan en question. Il n'y a pas eu un seul député. Pourtant, on trouve toujours un de droite pour dire oui, c'est bien. On a trop dépensé, gna gna gna. Hein? Il y en a toujours un pour faire ça. Même pas un, ils n'en ont pas trouvé un cette fois-là. Eh bien, le banquier central, qui n'a aucune autorité de cette nature, a posé un acte qui a consisté à couper le circuit financier de Chypre pour l'asphyxier. Au point qu'à Chypre, il n'y avait plus d'argent pour aller faire ses commissions, en quelque sorte. Et que les Anglais amenaient leur argent pour leurs troupes par avion, l'argent en liquide, les valoches de billets, les piles, les sacs, pour que les gens puissent faire leur commission. Voilà ce qui s'est passé. N'importe où dans le monde, ceci est considéré comme un acte de guerre, mes camarades et amis. Ce n'est pas une décision technique ou administrative de priver un peuple de sa monnaie, car l'euro est leur monnaie. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a donc pas de limite à la brutalité à laquelle ils sont prêts à se livrer. La preuve, voyez ce qui s'est passé en Grèce, où pour la 6e année consécutive, le pays est en récession. La dette de la Grèce a augmenté depuis qu'on lui applique les remèdes de cheval qui, paraît-il, devaient l'en guérir. C'est la même situation au Portugal, c'est la même situation en Espagne. Et la semaine dernière, que dis-je, cette semaine, Barroso, présentant son prétendu discours sur l'état de l'Union, une fumisterie qui dure des heures et à laquelle vous avez un mal de chien à résister et de ne pas vous endormir en l'écoutant, mais vous ne vous endormez pas parce qu'il fait toutes sortes de gesticulations avec beaucoup de bruit avec sa bouche pour dire des platitudes du niveau que vous imaginez. Il dit « Nous devons absolument fixer nos objectifs clairement et les atteindre avec fermeté. » Et comme ça, ça dure et ça dure. Mais au milieu, il dit qu'il ne faut pas se perdre de l'essentiel, les réformes structurelles. Les réformes structurelles, marché du travail, retraite. Voilà ce qui les intéresse. Le coup d'État financier dont se réclament tous ces grands dirigeants aboutit à ce résultat qu'ils ont dit, je vous promets que je ne vous mens pas, lundi dernier, que la situation était bonne et qu'elle était en train de s'améliorer. Voilà ce que pense M. Barroso à propos de la situation en Europe. Rien que ça mériterait qu'il s'en aille très vite de la place qu'il occupe, si ce n'est pas déjà de tout le reste. Mais ce coup d'État, ne croyez pas qu'il ne concerne que les autres. La France, comme vous le savez, apparaît-il bénéficier d'une remise de peine. Nous ne sommes pas obligés d'atteindre les points d'équilibre budgétaire auxquels s'était engagé d'abord François Hollande et qui a appliqué avec la brutalité que vous savez une ponction gigantesque sur l'économie du pays. Plusieurs dizaines de milliards, c'est-à-dire
2 fois ce capital. Ça, c'était quand on était arrivé au plan compétitivité. À ce moment-là, on en était à 50 milliards retirés de l'économie du pays. Soit parce qu'on avait diminué les dépenses publiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne le service public, soit parce qu'on avait augmenté les ponctions, c'est-à-dire notamment la TVA que vous aurez à payer à partir du mois de janvier prochain. Il avait déjà retiré 50 milliards. Là, il nous annonce qu'ils vont en retirer encore 14 milliards. Une partie par diminution de la dépense publique, 80% de cette économie, et l'autre par de nouveaux impôts. Donc vous voyez qu'ils ont appliqué à fond la politique de coupe budgétaire et de ponction sur les ménages. Et quel est le résultat de ça? Aucun, c'est-à-dire que la situation empire. Et c'est à nous qu'on vient demander des comptes sur la cohérence de notre politique économique de la part de gens qui n'atteignent aucun des objectifs qu'ils se donnent, alors même qu'ils appliquent une médecine qui correspond à la lettre à ce qui est recommandé par la Commission. Bref, la Commission a donné à la France un sursis pour atteindre les points d'équilibre que de toute façon elle n'atteindrait pas. En échange, car c'est comme ça que ça se passe, de mesures qu'elle devait appliquer. Voilà ce qui s'est passé. On nous a donc imposé, premièrement, le report de l'âge de la retraite. Deuxièmement, la flexibilité de tous les réseaux et leur privatisation. Ça signifie EDF, SNCF, etc. Et troisièmement, un nouvel assouplissement du marché du travail. Vous savez que quand ils disent assouplir, ça veut dire esclavagiser. C'est au nom des lois d'esclavagisation appelées ANI que les camarades sont dorénavant licenciés, sont priés de sourire, puisqu'ils ne peuvent même plus se défendre. Voilà, camarades, le coup d'État financier, en quoi ça consiste? Pourquoi on l'appelle coup d'État financier? Parce qu'au bout du bout, le problème, ce n'est pas l'équilibre budgétaire. Le bout du bout, c'est que la pression maximale se fasse par le capital sur le travail et que continue à se déplacer la quantité d'argent qui va passer des poches du travail à celles du capital. Voilà pourquoi c'est un coup d'État financier. Et qui oblige les pays à payer des taux d'intérêt. Je pense au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, et nous, la France, depuis quelque temps, nous payons plus cher les emprunts que nous faisons, à des taux qui sont d'une profitabilité qu'aucun d'entre vous n'a jamais connue pour son modeste livret de caisse d'épargne. Car la France, aujourd'hui, paye à 4,5. Hein. Bon, et bien, comme vous avez dans vos livrets de caisse d'épargne, vous autres les Français, peut-être pas tous ceux qui sont ici, hein, mais enfin, les Français en général, ont dans leur livret de caisse d'épargne, ont l'équivalent d'un an, d'une année, une année et demie de budget de l'État. Par conséquent, si ils sont prêts à payer 4,5 chaque année pour emprunter de l'argent à 10 ans sur le marché international, je leur recommande de proposer à 2,5 aux Français et vous verrez qu'on remplira les caisses et que ça coûtera 2 fois moins cher. Je le mentionne juste au passage. Maintenant, dans le cadre de ce coup d'État financier, un deuxième événement arrive. Tout se culbute, se précipite. Cet événement, c'est la négociation du grand marché transatlantique. Retenez bien ce nom, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Camarades, nous allons organiser une campagne nationale pour que vous compreniez tous bien ce qu'il y a dans cette négociation. Je vais vous la résumer très brièvement. Je m'en excuse auprès des camarades qui sont les meilleurs connaisseurs du document. Mais je ne peux pas parler pendant des heures et des heures. Je peux, mais vous ne le supporterez pas. Le grand marché transatlantique est une des pièces de la reconstruction globale de l'équilibre du monde que veulent réaliser les États-Unis d'Amérique. Je vous demande de bien le comprendre. Une nation est à l'offensive, les États-Unis d'Amérique, dont la situation particulière dans l'économie du monde et dans la géopolitique fait qu'elle ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Elle a émis des milliards et des milliards de papier-monnaie dollars qui n'ont aucune contrepartie matérielle. Il leur faut en quelque sorte garder la première place pour être certain que dans le monde on continue à faire confiance au dollar comme monnaie d'échange, alors même que cette monnaie n'a pas la valeur qu'elle est censée avoir. Le dollar repose exclusivement sur la confiance qu'on lui fait. Et la confiance qu'on fait à cette monnaie, c'est que les États-Unis d'Amérique dépensent le 50% du total des budgets de défense du monde. Et si vous mettez bout à bout les dépenses militaires des Nord-Américains et ceux de leurs alliés, c'est 80% de la dépense des défenses militaires du monde entier qui sont représentés. Voilà le système monde. Leur idée est d'englober
toute l'Europe et les États-Unis dans un même système, au nom d'une théorie qui s'appelle le choc des civilisations, qui a été formulée par Samuel Huntington dès la fin des années 90. Cette théorie, camarades, imagine que nous formons tous une même famille, qu'ils appellent occidentale. Et c'est à cette théorie que se référait Nicolas Sarkozy à sa première conférence de presse avec les ambassadeurs de France, lorsqu'il leur a dit le premier danger pour le monde est la confrontation entre l'islam et l'Occident. Ce qui, pour un Français, est totalement absurde, car les deux catégories sous-entendues par cette affaire sont présentes dans notre peuple. Et comment pourrions-nous considérer que le premier danger que nous connaissons, c'est nous-mêmes? Ce serait totalement absurde. Voilà, camarades, au moins pourquoi cette théorie n'a non seulement aucune valeur, mais pour la France, ça signifierait son explosion politique, le retour aux guerres de religion. Pourquoi est-ce que je mentionne les religions? Parce que dans la théorie du choc des civilisations et le projet des Nord-Américains, chaque culture, comme ils disent, repose sur une religion. Ils ont une vision religieuse des communautés humaines. Et c'est bien normal pour un pays qui met sur son propre billet de banque « In God we trust », c'est-à-dire en Dieu nous croyons. Ce qui, en général, pour nous, n'est pas une affaire qui concerne les billets de banque, mais il est vrai que nous sommes plus civilisés qu'eux. Mes amis, le grand marché transatlantique, c'est la mise en colonisation de toute l'Europe par les États-Unis d'Amérique. Vous devez le comprendre. Maintenant, je vais vite vous montrer comment ça se passe. Quand vous avez une négociation de ce type, d'abord, je veux vous faire savoir que le projet de grand marché existe depuis plus de 15 ans et que personne ne vous en a jamais parlé, à part le Front de gauche en 2009 dans l'élection européenne. Honte à tous les élus qui se sont tus sur ce sujet alors qu'ils participaient aux réunions dans lesquelles ils se débattaient. Il aura suffi que le président des États-Unis dise qu'il veut commencer cette négociation en janvier pour qu'aussitôt arrivent les responsables européens pour dire oui, on va le faire tout de suite. Que va-t-il se passer? On va essayer d'harmoniser les deux marchés en un seul marché. Vous imaginez que la hiérarchie des normes juridiques, des normes économiques, des normes écologiques sera toujours le moins-disant. Celui qui a les normes les moins exigeantes aura le dernier mot, puisque la première valeur qu'on va placer en haut, c'est la concurrence libre et non faussée. Ce point est terrible. Ça conduit évidemment, notamment dans le domaine de la protection écologique des populations, à des désastres, au moins pour deux raisons. C'est que, par exemple, sur l'exploitation des gaz de schiste, la législation nord-américaine est extrêmement favorable. Je ne prends que cet exemple. De même pour l'exploitation d'une façon générale de la terre et de la production agricole. Savez-vous, mes camarades, qu'en face de la côte des États-Unis d'Amérique, il y a une immense zone qui est grande comme 3 États des États-Unis d'Amérique, où il n'y a, mes amis et camarades, plus aucune vie dans la mer. Plus aucune vie, parce que les eaux de ruissellement ont entraîné tous les produits qui ont détruit absolument toute vie dans la mer, sur une surface égale à 2 États des États-Unis d'Amérique. La même zone morte existe aujourd'hui dans le golfe du Mexique. Jusqu'à quand faudra-t-il aller? Eh bien, ça ne sera pas en unifiant les normes sur les normes nord-américaines qu'on va obtenir ce résultat. Alors, camarades, vous voyez comment les choses vont se passer. Ils vont venir vous dire « toutes les normes sont abaissées ». Je vous donne un petit exemple pour que vous voyez le niveau d'ânerie et de barbarie de ces gens. Nous avons protesté contre le fait qu'eux lavent leur poulet au chlore. Moi, je ne le savais pas. Je me demande quel goût ça doit avoir. Mais ils lavent le poulet au chlore. Quelqu'un m'a dit, non, c'est l'eau de Javel. Bon, je ne sais pas si c'est l'eau de Javel ou le chlore. Enfin, pour laver un poulet, on avait d'autres méthodes, il me semble, dans le passé. Mais enfin bon, ils font comme ça. On proteste. Quelque temps après, un commissaire européen dit, oh, mais quelle histoire! Encore en train de vous embêter avec ça? Eh bien, on marquera sur l'étiquette ceux qui sont lavés au chlore et ceux qui ne sont pas lavés au chlore. Et il dit, moi, j'achèterai pas des poulets lavés au chlore. Alors qui va les acheter? Qui va les acheter sinon les pauvres gens? Parce que ce qui sera nettoyé au chlore sera vendu moins cher que ce qui est nettoyé correctement avec les normes hygiéniques
d'hygiène et sanitaire qui sont celles de l'Europe. Vous voyez l'exemple, et on vous fera comme ça tout le temps. Mais vous êtes libre de choisir. Vous n'êtes pas content de votre poulet à 2 €, mais achetez celui à 10. Il est très bon. Comment, vous n'en voulez pas? Ah non, c'est que vous n'avez pas 10 €. Et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple. Mais à l'intérieur de cette affaire surgit une question tout à fait essentielle.